de l'option militaire. Ce n'est pas un travail qui conduit vers la paix. Tous ceux qui sont en train de travailler aujourd'hui dans le cadre des ONG, Human Rights Watch, Bureau conjoint des Nations Unies, ainsi de suite, consolident le front militaire et ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Je vais vous rappeler, 2012-2013, ils ont publié encore des rapports. Pendant que nous étions en négociation à Kampala, ils ont publié des rapports juste pour brouiller le processus de paix qui était en cours et qui allait aboutir à un accord. Un accord, une fois mis en œuvre, pouvait conduire à la paix. Leurs rapports ont amené les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies, à opter pour la belligérance. Donc, à voter, vous le savez, avec la résolution 2098, voilà, du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui créait la force d'intervention des Nations Unies, qui venait pour faire la guerre à ceux qui étaient sur la table des négociations. Et vous savez ce qui s'est passé pendant que nous étions en train de nous parler à Kampala. Les Nations Unies ont ouvert le feu contre nous. Et cette option qui a été expérimentée pour la toute première fois par les Nations Unies a été prise parce que tout simplement ces ONG avaient monté des rapports. Aujourd'hui encore, c'est la même chose qu'ils font. Nous sommes en négociation à Doha. Pendant que nous voulons aboutir à la phase importante qui est celle de traiter les causes des conflits, ils initient encore d'autres rapports et vous allez voir sur un même montage comment il y a eu un acharnement de manière successive des organisations qui se disent des droits de l'homme, dont aucune d'entre elles n'a été sur le terrain. Aucune. Toutes se disent, eh bien, ils ont eu des témoignages de gens qui seraient sur le terrain, mais eux-mêmes ne sont pas allés vérifier le témoignage. Mais nous tous, nous le savons, le témoignage à lui seul ne suffit pas dans une enquête. Vous ne pouvez pas rester dans un bureau climatisé à New York et vous appelez au téléphone quelqu'un et vous lui posez la question, il vous raconte son histoire, et vous vous mettez à écrire tout un rapport, et même dans le rapport, vous êtes plus affirmatif, au lieu même de prendre la précaution de mettre même au conditionnel. Et ça, c'est très grave. Et ceux qui vous donnent ces rapports, ils sont incapables même de vous envoyer une image, une photo, même des morts dont ils disent avoir fait la comptabilité. Il n'y en a pas. Après, au-delà de tout ça, ils sont incapables de mettre une identité sur chaque mort dont ils parlent. Aucune. Alors, est-ce que nous sommes sérieux lorsque nous donnons de la voix à ça? Ils sont même allés jusqu'à faire des contradictions entre eux-mêmes sur le nombre de morts. Certains parlaient de 162, d'autres parlent de 300 et quelques pour aggraver la chose, et d'autres viennent avec 140. Tout ça parce qu'il faut forcer la main au Conseil de sécurité des Nations Unies pour que vite, elle s'érige contre le processus de paix qui est en cours et prennent des mesures draconiennes, je ne sais pas lesquelles, qu'ils vont encore prendre, parce que la dernière mesure qu'ils avaient prise, c'était de nous faire la guerre. Et cette option-là a échoué, vous le savez. Alors, à quoi veulent-ils conduire encore les Nations Unies, ces ONG? Et en quelque sorte, pour
se défaire de l'obligation, au fait, de montrer le cadavre, il y trouve comme fond fouillant que les cadavres ont été jetés dans la rivière Rutshuru. Mais nous tous, nous savons, les amis, lorsque quelqu'un tombe dans l'eau, mais 3 jours après, on se voit le corps. Mais les corps de 300 personnes jetés dans la rivière, mais ils devaient aller quand même débarquer quelque part. Les avez-vous vus? Parce que vous tous, vous êtes ici au Nord Kivu. Avez-vous vu ces corps? Non. Avez-vous vu une famille éplorée dans Rutshuru? Non. Nous sommes dans une sorte de complot qui vise à compromettre la résolution profonde, des causes profondes des conflits au profit de la guerre, tout simplement. Et comme je vous ai dit au départ, ceux qui le font, ceux qui fabriquent cette guerre, c'est pour des intérêts personnels. Et comme nous l'avons dit, cette façon de manipuler la communauté internationale doit être arrêtée. Et comment elle doit être arrêtée? Et nous proposons qu'elle soit arrêtée par une enquête internationale qui serait menée dans notre espace pour vérifier toutes ces allégations-là. Comme ça, on se débarrasse une fois pour toutes de tous ces vendeurs de malheurs de Congolais et qui trompent tout le monde, qu'il y a ceci, il y a massacre, il y a... Mais ils sont incapables de dire aux Nations Unies que voici les causes profondes des conflits, les voici. Voici comment nous pouvons y remédier pour que très vite on trouve des solutions. Ils sont incapables. Mais ils s'attellent sur les effets de la guerre et ils en fabriquent même. Et après, ils vont... nous avons vu tous des photos qui ont circulé avec les membres du gouvernement de Kinshasa où ils étaient ensemble, festoyant, mangeaient ensemble. Et justement parce qu'ils sont dans un même cheminement. Et au-delà de tout ça, ils n'ont jamais levé des allégations contre le gouvernement de Kinshasa. Vous avez vu tout ce dont on a parlé ici, que des faits qui ont été reprochés au gouvernement de Kinshasa. Vous le savez parce que vous êtes des journalistes. Certains d'entre vous ont rapporté, certains d'entre eux. Le cannibalisme qui s'est passé ici à Goma et l'armement des civils. Aujourd'hui, nous peinons à récupérer ces armes d'entre les mains des civils pour éviter que nos populations s'entretuent. Cette instrumentalisation de notre jeunesse swahiliphone contre leurs propres frères swahiliphones, mais personne n'en parle. Ces ONG trouvent que ce ne sont pas des faits graves. Non, c'est parce qu'au fait, ils sont complices de cela. Donc, et tout ça œuvre pour l'option militaire. Et nous disons non. Nous n'accepterons pas que la guerre continue dans nos espaces où nos populations sont en train de recouvrer maintenant la paix. Nous n'accepterons que personne ramène la guerre dans ces espaces. Et nous nous battrons s'il faut nous battre pour aller décourager ces armes qui tirent sur nos populations. Alors, Doha. C'est vrai, il y a eu un document et je trouve ça un peu... ce n'est pas dans les pratiques ou dans les méthodes de négociation qu'un document de travail que la médiation émet se retrouve entre les mains de tout le monde au lieu de se retrouver sur la table des négociations. Mais lorsque vous regardez ce document, vous le lisez, c'est vrai, il nous a été partagé par la médiation, je le reconnais. Mais nos informations à nous révèlent que ce document, au fait, vient de Kinshasa.
même si Kinshasa semble pouvoir le nier aujourd'hui. Ce document vient de Kinshasa, remis à la médiation, et dont l'objectif était tout simplement de distraire, de faire diversion sur des questions importantes qui devaient être traitées avant que nous n'entrions dans la deuxième phase, qui est celle qui est consacrée au traitement des causes profondes des conflits. En fait, la question du cessez-le-feu et la question de la libération des prisonniers, c'est des questions sur lesquelles le gouvernement de Kinshasa n'a pas voulu tabler, parce que c'est des questions qui le bloquent sur le plan militaire, parce que s'il y a un cessez-le-feu et avec un mécanisme de vérification de cessez-le-feu, avec l'obligation de toutes les deux parties de se retirer de 5 km chacune, en fait, cela bloque pratiquement les manœuvres militaires de Kinshasa. Alors Kinshasa n'en voulait pas. Il voulait faire diversion sur ça. La question de la libération des prisonniers, mais vous l'avez entendu sur RFI. Le gouvernement de Kinshasa dit qu'il ne voudra pas libérer les prisonniers parce que tout simplement, il préférait à ce que cette étape-là vienne après l'accord global. Mais c'est des questions qui les mettent en position de faiblesse. Et pour ce faire, ils préfèrent produire un document pour faire diversion et le remettre à la médiation. Moi, la médiation, elle a l'obligation de partager ces documents avec les partis. Ils le partagent. Mais pour nous, nous devons respecter la procédure que nous nous sommes tracée nous-mêmes. Nous avons dit, après la mise en œuvre de déclarations de principes qui ont prévu ces 2 points entre autres, la déclaration dit que nous allons maintenant passer à la seconde phase, qui est celle de traiter les causes profondes des conflits. Mais comment on peut nous amener un projet d'accord sur la table sans qu'il y ait débat sur le fond, sur les questions des fonds? Mais d'où vient ce projet? Pourquoi? Et lorsque vous regardez aussi ce projet, vous trouvez que il parle beaucoup plus des partages de pouvoir en termes de pourcentage. Écoutez, nous avons abandonné ce genre de pratiques depuis longtemps. Nous le disons et nous l'assumons. Et c'est notre position. Nous ne sommes pas pour le partage du pouvoir. Nous sommes pour le traitement, le règlement des causes profondes des conflits, parce que c'est cela qui nous a manqué pendant tout ce temps. Tous les accords que nous avons signés, en fait, ont péché à ce niveau-là. Nous nous battons aujourd'hui parce que les accords que nous avons signés ont privilégié la partie partage du pouvoir, frustré notre peuple, au lieu de privilégier la partie règlement des causes profondes des conflits. Nous sommes dans le règlement des causes profondes des conflits. Nous avons dit, et nous le disons toujours à M. Tshisekedi, nous ne sommes pas intéressés par les postes à Kinshasa. Nous ne sommes pas intéressés par les postes de gouverneur, vice-gouverneur et autres dont il parle dans le rapport. Ce qui nous intéresse, c'est la paix chez nous, pour que chacun de nous s'occupe et qu'il vive mieux ici. Nous avons dit, nous sommes un peuple à vocation agriculteur, pastoral également. Nous pouvons bien cultiver nos champs et nous taper de l'argent parce que tout le monde court derrière l'argent. Nous pouvons vendre du lait, vendre des vaches, vendre de la viande, créer le business chez nous dans les secteurs de services et avoir de l'argent. On n'a pas besoin d'être politicien à Kinshasa pour vivre mieux. Nous ne nous battons pas pour ça, nous nous battons pour la paix, pour la sécurité de notre population. Et ça, nous avons toujours dit ça à Kinshasa, qu'ils puissent privilégier aujourd'hui le partage des pouvoirs, nous disons non. Nous nous battrons pour que la paix revienne chez nous et la paix définitive.
Oui, c'est vrai, nous avons une délégation à Doha. Nous l'avons assumé officiellement. La délégation est là pour discuter, et nous avons dit, c'est pour discuter uniquement des mécanismes de cessez-le-feu et des mécanismes de libération des prisonniers. Point très. Lorsque nous finirons cette étape-là, nous pourrons passer à autre chose. Et nous avons tenu à spécifier dans le mandat que nous avons donné à notre délégation, qui est constituée de 2 personnes, nous l'avons réduite à 2 personnes, parce que nous pensions que ces questions-là, qui étaient plus techniques que politiques, ne nécessitaient pas un groupe de 4, 5, 6 personnes comme nous avons l'habitude de faire. Nous l'avons réduite et nous avons dit dans leur mandat que leur mandat ne concerne que cette phase technique de discuter sur les mécanismes de cessez-le-feu et de libération des prisonniers. Donc nous avons été précis à ce stade et que donc personne ne les prendra en otage là-bas pour discuter sur ce fameux projet que vous avez vu circuler et qui vient de Kinshasa, je vous le confirme, c'est Kinshasa qui propose ces projets-là. Merci. Merci, nous avons Malvika, s'il vous plaît, venez. I raporo ni impimbano kandi ifite ikiganiro. Et où on nous fait porter la croix que nous ne connaissons pas. Vous avez dit tantôt, la MONUSCO nous a reconnus comme une armée professionnelle, organisée et moderne, mais que nous laissons qu'on dise que les prendre pour cible, pour aussi venger nos populations dans nos villages, dont les mamans ont été éventrées par ces génocidaires. Cette armée va commencer à reprendre petit à petit sa force, sa crédibilité, et elle va commencer à faire preuve sur les différents champs de bataille. Ça, je vous le dis, et vous le verrez. Mais aussi longtemps ils porteront la malédiction des FDLR, ils ne gagneront aucune guerre. Aucune, je vous le dis, aucune. Aussi longtemps qu'ils porteront l'idéologie des haines, des divisions de notre peuple, en montant les uns contre les autres, ils ne gagneront jamais une guerre. Nous gagnons la guerre, pourquoi? Parce que nous rassemblons notre peuple. Nous ne faisons pas des quartiers en fonction des faciès, en fonction de la langue, en fonction de la provenance, en fonction de l'appartenance ethnique, en fonction de la province, ainsi de suite. Regardez seulement comme nous sommes ici. Nous représentons une organisation, mais nous sommes une représentation arc-en-ciel. Vous pouvez voir. Nous provenons des provinces différentes, nous provenons des tribus différentes, et nous exprimons l'image de l'unité nationale. Je vous dis que lorsque nous les avons, tout ce temps que nous les avons affrontés à Doha, nous avions en face de nous une délégation mono-ethnique. Mono-ethnique. Et c'est ce qui révèle, au fait, l'âme noire de ce régime. Alors, une âme noire d'un régime prédateur, avec une armée qui se rallie aux génocidaires, maudits, ne peuvent jamais gagner la guerre. Alors, les francs congolais, si jamais la population, enfin, les francs rwandais ou les chilais ougandais, si jamais la population de Goma et de Bukavu décidait de les consommer en lieu et place des francs congolais, les amis, la monnaie est le symbole également de la souveraineté d'un pays. Vous ne devez pas l'oublier.
Nous sommes Congolais, nous ne sommes pas Rwandais, nous ne sommes pas Ougandais. Et nous comptons nous assumer comme tels. Je préférerais encore que nous puissions battre la monnaie par nos propres moyens, la monnaie congolaise, pour continuer à assumer la souveraineté de notre pays. Je préfère encore que Kinshasa nous dise que nous sommes en train de fabriquer de la fausse monnaie, mais de la monnaie congolaise, en lieu et place d'officialiser la monnaie étrangère. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui tue notre économie aujourd'hui? C'est cette la dollarisation. Voilà. Il y a toujours des termes assez compliqués. La dollarisation de notre économie est l'un des facteurs qui tue notre économie. Lorsque vous allez au Rwanda, mais vous ne pouvez pas acheter dans une boutique avec des dollars. Jamais. En Ouganda, même, on achète avec des shillings. Il y a des forex bureaux un peu partout. Où vous, si vous venez avec les francs congolais, avec les dollars, vous allez d'abord là-bas, vous échangez votre dollar à monnaie locale et on vous permet d'aller acheter. Mais chez nous, ce n'est pas ça. En fait, c'est ce qui aussi exprime le désordre dans lequel vit notre population, un désordre entretenu par Kinshasa lui-même. Kinshasa, lorsqu'il présente ses budgets, ainsi de suite, c'est toujours en dollars, ainsi de suite. Et après, ils disent que nous sommes un pays souverain. Quelle souveraineté? De quoi ils nous parlent? En fait, c'est ce régime-là qui dévalorise même les Congolais et le Congo. Et ça vaut la peine à ce que chacun de nous s'élève pour dire non. Si nous sommes indépendants, nous sommes réellement